Méli-Mélo d'Info, le nouveau podcast du réseau des bibliothèques de la communauté commune du Vexin normand. Alors, après avoir traité les idées reçues sur la littérature et dans l'histoire, est-ce que vous avez d'autres idées reçues? Oui, donc avez-vous déjà entendu « Tu as une mémoire de poisson rouge » ? Oui. Mais ça fait longtemps que je l'ai Ouais, pas longtemps. entendu. Donc du coup, arrêtez de dire cette expression car elle est fausse. 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 Les poissons rouges ont une mémoire. Eh bien oui. De plus de 3 secondes? Parce que moi j'avais entendu dire qu'ils avaient que 3 secondes de mémoire. Justement, la mémoire des poissons rouges n'est pas limitée à quelques secondes. En effet, plusieurs études ont prouvé que ils avaient plus de mémoire que 3 secondes, et notamment celle de 1994 dont je vais vous parler après. Mais les poissons rouges ont bien une mémoire qui durait entre 3 mois et 6 mois. C'est déjà pas Et mal. en plus de ça, ils seraient sensibles aux couleurs et aux sons. Comme quoi? La première étude réalisée, du coup, je vous parle de celle de 1994, et elle consistait à entraîner des poissons, à pousser une sorte de petit levier pour récupérer de la nourriture, mais c'était que pendant une certaine heure. Donc en gros, ils poussent le levier, ils récupèrent la nourriture, mais c'est que à ce moment-là qu'ils devaient le faire. Ils ont fait ça pendant environ quelques semaines, et en moins de 4 semaines, ils ont réussi à pousser le levier pendant une certaine heure et récupérer la nourriture. Et une fois l'heure passée, en fait, automatiquement, ils arrêtent d'appuyer sur le levier. Donc en gros, ça prouve qu'ils ont une mémoire. Et quelques mois après, ils ont réessayé l'expérience et les poissons savaient le reproduire exactement de la même façon. Sauf que, après une certaine période, du coup, après 6 mois, ils ont réessayé l'expérience, mais impossible que les poissons s'en souviennent puisque ça dure pas aussi longtemps. Mais il y a une deuxième étude qui prouve également, c'était celle de 2011, où pareil, elle consistait à entraîner des poissons à venir chercher de la nourriture, mais cette fois c'était avec l'aide d'un son émis. Donc l'entraînement il a duré à peu près 1 mois, et après une certaine période d'entraînement, ils ont rediffusé le son et les poissons venaient chercher de la nourriture. Mais pareil, après 6 mois sans faire cet entraînement, le poisson s'en souvenait pas. Donc de cette manière, ils ont travaillé la mémoire des poissons C'est ça, rouges. exactement. Donc on peut distinguer que un poisson rouge a bien une mémoire entre 3 mois et 6 mois. Donc faut plus se vexer si on nous dit qu'on a une mémoire. Exactement. Après les poissons rouges, est-ce qu'il y a d'autres animaux, d'autres idées reçues qu'on peut avoir sur les animaux? Alors c'est pas vraiment une idée reçue, à proprement dit. Et- D'après vous, est-ce que les pingouins peuvent voler? Non. J'en ai jamais vu un voler, alors... en même temps, Non. c'est pas tous les jours que je pense des Non, pingouins, tu me diras. mais- On est d'accord, mais selon vous, est-ce Ouais. qu'un pingouin peut voler? Pour moi, non. Non. Eh ben les pingouins peuvent voler. D'accord. Voilà. Comment c'est possible? Ah, je pense que vous confondez pingouin et manchot. Ah, peut-être. Peut-être. Certainement même. Parce que les pingouins vivent dans l'hémisphère nord et donc peuvent voler. D'accord. Les manchots vivent dans l'hémisphère sud et ne peuvent pas voler. Ah, c'est eux. Ah, ouais, c'est eux. La confusion vient peut-être du fait que dans d'autres langues, le mot pour dire manchot, par exemple en anglais, pour dire manchot, on dit penguin. Ouais. Ce qui D'accord. c'est plus proche Ouais, du pingouin que ouais. le manchot, on est d'accord. Ou alors, ça peut venir de la ressemblance entre le manchot et l'espèce du grand pingouin, Ouais. qui est éteinte maintenant, mais donc du coup, il y avait bien le mot pingouin, Ouais, d'accord. et ils se ressemblent. Et c'est parce que nous, en France, on fait peut-être la différence entre manchot et pingouin, alors que dans d'autres langues, ils ont que le mot Ouais. pingouin, directement. Peut-être aussi. Peut-être aussi. Mais ce qu'on imagine en pingouin Mhm. souvent, c'est un manchot. D'accord, Ah. ouais, bien sûr. Parce que les pingouins, on imagine. Ouais, qui Oui, marche bah, sur assez tout ça, grand. ouais, voilà. En fait, les pingouins, Ah, ils c'est sont tout beaucoup plus petits. D'accord, et eux, ils peuvent voler. D'accord. ok. Très bien. Ouais. Donc, on va quitter le monde aquatique pour s'enfoncer vers les forêts tropicales. Et on va partir une idée reçue sur les caméléons. Alors, on a peut-être tous en tête l'idée selon laquelle le caméléon changerait de couleur uniquement pour se cacher. Oui. Eh ben, c'est un peu plus complexe que cela. Curieusement, la couleur ne dépend pas de son environnement. La peau du caméléon est parsemée de cellules noires, rouges et jaunes qui se contractent ou se dilatent selon son humeur et sa température. C'est-à-dire que ces cellules se rétrécissent ou se dilatent
en fonction des signaux qui proviennent du système nerveux. Lorsque le caméléon est en colère ou quand il a peur, la couleur de sa peau va devenir plus sombre. Sa peau sera plus colorée lorsqu'il exprime un désir de séduction, par exemple, d'une certaine manière d'annoncer la couleur. Donc par conséquent, le caméléon change de couleur de peau pour communiquer avec ses congénères et pas uniquement pour se cacher. Mais c'est quand même super impressionnant quand même. Toute une technique mise en Mais donc, place. du coup, ça veut dire qu'il peut pas faire des. Enfin, souvent, quand on imagine un caméléon, on les voit être multicolores. Donc, ça veut dire qu'il peut pas faire tant de couleurs que ça, en fait. Non, ça dépend, comment dire ça. Là, il a que 3 types de cellules, on va dire noir, rouge et jaune, et qui permettent franchement, de varier selon son humeur. Et il peut pas devenir bleu. Non. J'en ai jamais vu. Après, peut-être en dessin animé. Voilà. Fait que noir, rouge et jaune, Ça peut pas être un peu compliqué. Ok. C'est un bleu bizarre. Voilà. Ouais, bon. En même temps, bleu, quand tu camoufles dans la forêt tropicale, c'est pas compliqué. Ouais, c'est un peu, ouais. Et en parlant de chaleur, si je vous dis l'été, Plage. Vacances. vacances, ouais. Si. Mais non, on parle pas de vacances. Non, pas non. Peut-être on est le soir, on veut se rafraîchir, donc on ouvre les fenêtres. Mais il y a non. la lumière. Il y a les moustiques surtout qui viennent, Surtout les moustiques. qui rentrent. Et Ouais. figurez-vous que ça n'a rien à voir. Les moustiques ne sont pas attirés par la lumière. Eh ben C'est non. ça que tu veux nous dire. Et non, ça c'est une idée reçue. Alors du coup, pourquoi ils rentrent? Je vais t'expliquer justement. S'il Alors, te je vais vous plaît. expliquer. Éteindre les lampes d'une pièce, ça ne diminue pas du tout le risque d'avoir des moustiques chez soi, puisque les moustiques ne sont pas attirés par la lumière, mais par d'autres facteurs comme le CO2 contenu dans notre respiration ou la chaleur humaine. Et voilà. Donc d'ailleurs leur vue, elle est très peu performante, donc il n'y a pas vraiment de grandes chances qu'ils puissent voir la lumière. L'idée reçue pourrait provenir peut-être de l'observation d'autres insectes, nocturnes par contre, qui eux s'orientent grâce à la lune et qui confondent du coup la lune avec les lumières artificielles. Le seul truc que je retiens, c'est que du coup, on peut pas se combattre contre les moustiques parce qu'ils sont littéralement attirés par nous. C'est ça. ça. Peu voilà. importe ce qu'on Tu fait. fais. Donc on Voilà. aura beau éteindre la lumière, ça ne servira. Même arrêter de respirer. Voilà. Et Ouais. faut s'enfermer. C'est ça. Même On enfermé, fait je suis sûre qu'ils trouveront un moyen pour rentrer. Pour passer. Et après cette terrible nouvelle, pour moi tout du moins, je sais pas pour vous, mais pour moi c'est une terrible nouvelle. Et je vais vous demander si vous avez déjà entendu le terme de mal alpha. Ouais, dans Teen Wolf. Oui, certes, moi aussi. Ouais. Il y a même un loup là-dedans. Ouais. C'est d'ailleurs Plusieurs même. plusieurs. Mais donc du coup c'est exactement de ça que je voulais parler des loups alpha. Vous avez déjà entendu parler de ce... Hormis dans les séries télévisées. Pas dans une meute, oui. Il doit y avoir Un chef, on va dire. un chef, entre guillemets. Voilà, alors c'est une idée reçue. Il n'y aurait pas de chef. Non, alors là, je n'y crois pas. Pas dans le sens où il y a un mâle alpha et il faut se battre pour pour gagner la tête de la meute. D'accord. Ok. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une étude en 1947 qui s'est rendu compte qu'il y avait un mâle dominant Mhm. et que du coup, des fois, avec un autre mâle de la meute, ils se battaient pour savoir qui serait le mâle dominant. Le problème de cette étude et d'autres études qui ont suivi, c'est que c'était toujours sur des loups en captivité. D'accord. D'accord. On s'est rendu compte plus tard par des études qui ont été faites que dans une meute classique, une meute de loups sauvages, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Parce que en fait, une meute de loups sauvages, c'est comme une famille. Le père, la mère, Mhm. les enfants. Et les enfants, quand les enfants grandissent, Et partent quitte et la ils meute. deviennent et ils créent une autre meute Créer avec. une autre pour La prendre famille, le- ok, d'accord. Voilà. Ah, c'est sympa. Donc les loups alpha n'existent pas. Oh non, tu viens de me casser C'est un mythe. hein. quoi. C'est un mythe. On se retrouve aujourd'hui pour accueillir Lucie, directrice de la Ludomédiathèque des Trépanies, pour nous présenter la nouvelle édition du prix des lecteurs du Vexin normand. Bonjour Lucie, Bonjour Freddy. peux-tu nous expliquer ce qu'est le prix des lecteurs du Vexin normand? Alors, le prix des lecteurs du Vexin normand, c'est la proposition de 6 livres aux lecteurs et on leur propose en fait de voter pour leur roman préféré parmi cette sélection. Et qui peut participer à ce défi?
Alors, pour le prix des lecteurs, les gens qui peuvent participer, c'est plutôt public adulte. Donc, on estime que cette sélection, elle est accessible à partir de 16 ans. D'accord. Et quand va être mis en place ce défi? Alors, le prix des lecteurs, il commence le 28 mars et les gens, ils ont jusqu'au 28 septembre pour lire au moins 4 ouvrages de la sélection. Je précise qu'il faut lire au moins 4 ouvrages pour pouvoir voter. Ensuite, le bulletin de vote doit être complété et ils ont jusqu'au 28 septembre pour pouvoir élire leur roman préféré. Et comment peut-on voter? Alors, comment on peut voter? Donc, on peut récupérer un bulletin de vote. Donc, il faut savoir que ces bulletins de vote, ils sont disponibles dans toutes les bibliothèques du réseau Nos Ruches. Il y a possibilité de voter pour son préféré. Il faut rendre ensuite le bulletin au bibliothécaire. Et ensuite, nous, notre travail, à Céline et à moi, ce sera de récupérer tous ces bulletins de vote. Et par contre, la petite nouveauté cette année, c'est que le dépouillement se fera en public. Donc, on n'aura pas le gagnant avant les lecteurs. D'accord. Et peux-tu nous faire une petite présentation des ouvrages? Oui, je vous fais une petite présentation rapide des ouvrages. Il faut savoir qu'on a une présentation encore très éclectique cette année. On a vraiment voulu faire rêver, voyager, vibrer les lecteurs. Donc on espère les émouvoir et les émerveiller. Alors on leur propose de partir découvrir le destin de femmes japonaises, parties épouser des inconnus au Canada. Donc ça, ce sera avec Les Mangeurs de nuit de Marie Charel. On propose aussi de suivre la quête d'un libraire parisien qui a mystérieusement hérité d'une maison en Écosse. Donc ça, ce sera avec le roman Les dernières volontés de Heather McFerguson de Sylvie Wojcik. Et il y aura aussi un roman autour des peintres de la Renaissance en Italie. Ça, c'est Perspective de Laurent Binet. Et pour continuer, un roman un peu particulier d'anticipation où les lecteurs font un saut dans le futur en 2049 et où les gens vivent dans des maisons en verre. Là, ce sera Panorama de Lilia Hassen. Et un roman très émouvant aussi sur le sort injuste des prisonnières en Tunisie. Ça, ce sera avec le roman Les Contemplés de Pauline Hillier. Et pour finir, un roman aussi qu'on a vraiment beaucoup aimé, où on propose de découvrir une jeune fille particulière, très lumineuse, pétillante, et qui va avoir une grande amitié avec une personne âgée. Et là, ce sera La colère et l'envie d'Alice Renard. Voilà, c'est une sélection très éclectique et on espère que les gens vont prendre un grand plaisir à les découvrir et à les lire. Donc, pour résumer, les dates clés, c'est à partir du 28 mars, c'est ça, jusqu'au 28 septembre, si je résume bien? Oui, exactement. Voilà. Et on a besoin d'avoir lu au moins 4 livres pour pouvoir voter. C'est ça. Merci beaucoup pour cette présentation et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci Freddy et puis à très bientôt. À très bientôt. À bientôt pour le prochain épisode de Méli-Mélo d'Info.